Madame, Monsieur, bonsoir. Ramadan Karim et merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, 24 février 1971, une date clé dans le destin économique du pays. 55 ans plus tard, des projets structurants sont menés dans les domaines de la transformation des hydrocarbures, de la pétrochimie et du raffinage. L'industrie pétrolière et gazière atteint aussi l'autosuffisance en dérivés pétroliers. Les ressources locales seront donc désormais valorisées. Aujourd'hui, la Sonatrach annonce un vaste plan d'investissement dans le domaine de l'exploration et la production aussi pour renouveler tout simplement les réserves pétrolières et gazières nationales. Ces activités vont représenter jusqu'à 75% des investissements de la Sonatrach pour la période 2026-2030, dont 26% en partenariat. La présence aussi de la compagnie nationale dans les marchés internationaux augure également d'un tournant stratégique pour la Sonatrach, notamment dans le marché africain qui connaît, comme vous le savez, des mutations majeures et qui représente les niches de croissance les plus intéressantes et les plus prometteuses dans ce secteur. Notre invité ce soir, M. Boutamin Chouaib, vous êtes expert international dans les questions énergétiques. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci. Et puis nos experts, Zine Charfaoui, bonsoir. Bonsoir Samia. Nos consultants et Mahfoud Kaoubi. Bonsoir. Consultant en économie. Je vais commencer par vous, Monsieur Boutamin. La commémoration de ce 24 février pour le secteur des hydrocarbures revêt, je le disais, un cachet particulier cette année, avec des annonces importantes faites notamment par le PDG, le président directeur général de la Sonatrach. L'Algérie va donc renouveler ses bases d'hydrocarbures à travers de ce qu'a déclaré le PDG. Le forage de 950 puits de développement et la réalisation de 6300 opérations sur les puits déjà existants. Et certains experts parlaient déjà depuis quelque temps de l'urgence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot d'ailleurs, ce vocable, l'urgence pour l'Algérie de réhabiliter l'exploration pétrolière et gazière? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Bonsoir, bien sûr, je suis totalement d'accord avec cette stratégie-là. Parce qu'on a besoin vraiment d'augmenter nos réserves en pétrole et en gaz, vu la demande locale qui est vraiment en augmentation, et aussi sur l'aspect international, comme vous le savez. Le pétrole et le gaz sont avec nous et resteront avec nous jusqu'à d'autres décennies. J'aimerais bien vous rappeler que ça fait le mois de novembre dernier, l'Agence internationale de l'énergie a déclaré une déclaration vraiment étonnante. Elle a changé vraiment de direction. Parce qu'avant, l'Agence internationale de l'énergie, elle parlait que l'oil, le gaz et le pétrole vont arriver à un certain plafonnement, ceiling de 2027. Mais novembre dernier, ça a été vraiment une déclaration dans les réserves ou dans les stocks? Non, dans les consommations. Dans la consommation. Parce qu'il parlait de la transition énergétique. Il parlait de la transition énergétique. Il croyait que le pétrole et le gaz, on n'aura pas besoin beaucoup de pétrole et gaz les prochaines années. Et il parlait d'un ceiling de consommation de pétrole et gaz. De combien? On est à 106 millions de barils aujourd'hui. D'accord? Exactement. C'est un record, M. Boutamin. Oui, bien sûr, c'est un record. Mais ils ont déclaré au mois de novembre, ils ont dit que le pétrole et le gaz vont rester avec nous jusqu'à 2050. Alors, à titre, j'aimerais bien vous rappeler que ça fait 4 jours, le secrétaire américain d'énergie a déclaré, il a vraiment critiqué cette agence. Il a dit que si l'agence continue de parler, de défendre la transition énergétique et les émissions zéro d'ici 2050, les USA vont se retirer de cette agence parce que, franchement parlant, avec toute sincérité, c'est illogique. Le pétrole et le gaz vont rester avec nous. Alors, la transition énergétique aux zéro émission d'ici 2050, ça n'a pas vraiment de logique sur le terrain. Parce que 80% de la consommation énergétique mondiale provient du pétrole et gaz. D'accord. Alors, si on parle de pétrole et gaz, si on parle de cette stratégie d'ici 2050, de 60 ou plus, alors il y a une place importante pour le pétrole et gaz, soit pour la scène nationale, pour générer de l'électricité. Particulièrement pour le gaz d'ailleurs. Pour le gaz, bien sûr, pour générer de l'électricité en Algérie. Comme vous le savez,
98% de l'électricité en Algérie est générée à partir du gaz naturel. Et bien sûr, on a besoin, l'Algérie a lancé pas mal de projets. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire que l'AIE a peut-être été approchée par ces lobbies, parce que ce sont des lobbies en fin de compte. Il y a deux écoles aujourd'hui, clairement, qui ne se font pas toujours la guerre, entre guillemets, puisqu'on voit par exemple que la compagnie nationale Sonatrach fait aussi sa mue en termes de développement durable, de transition énergétique. Donc, c'est pas complètement contradictoire, mais ce sont des lobbies qui sont derrière. Exactement, parce que si vous voyez où l'agence internationale est basée, où ce siège, où elle est où son siège, vous allez tout comprendre. D'accord. C'est-à-dire, il faut expliquer. Voilà, son siège est en France, d'accord. Alors, comme le siège est en France, comme vous le savez, je dois expliquer des choses bien clairement. Oui. Alors, comme vous le savez, les Européens ont besoin du gaz naturel, du pétrole ou de toutes sortes d'énergie, d'accord. Ils ont lancé, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, ils ont lancé un projet, ce qu'on appelle Repower Europe. Ça veut dire ils essayent d'électrifier tout le réseau, tout ce qui est énergie, ils voulaient électrifier tout. Ce qui ne fonctionne pas réellement. Exactement, ça ne fonctionne pas de cette manière. Alors, pour arrêter leur dépendance aux importations, soit pétrole et gaz. C'est pour ça qu'ils ont lancé ce projet-là, Repower Europe. Ça veut dire qu'ils coupent toute dépendance pétrole, gaz, d'OPEC, de la Russie. Alors, et dans ces conditions-là, avec la nouvelle administration américaine, qui n'a pas accepté cette orientation-là, elle a dit, bah, voilà, ce que vous dites, c'est pas logique, et c'est la réalité. Parce que l'OPEC, si on voit l'OPEC maintenant, il y a toujours une contradiction entre les déclarations, les annonces faites par l'OPEC et les annonces faites par l'Agence internationale de l'énergie. Oui. Il y a vraiment une grande divergence. Parce que si l'OPEC, il y a les réserves, l'OPEC place, je dirais, à la 40% de production mondiale de pétrole. Ça veut dire qu'elle a les outils, elle a les mains, elle a les données, elle a les informations et elle fait des analyses, cette agence, elle fait des analyses un peu vraiment logiques. Mais par rapport à l'Agence internationale d'énergie, qui est politisée d'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça... Et qui peut induire en erreur aussi. Bien sûr, et c'est la réalité. Les pays consommateurs, les pays producteurs également. Exactement. Alors, revenons à l'Algérie, sa politique d'augmenter ses réserves en pétrole et gaz, parce qu'il y a une demande énorme sur le marché européen. Je vous explique, si vous me donnez un peu de temps, je peux vous expliquer ce qui se passe après 2021. Ouais. Avant 2021, l'Europe exportait 20% de son gaz naturel, c'était du LNG, 20%. Actuellement, le gaz naturel importé par l'Europe, 45% est du LNG, GNL. D'accord. Ça veut dire, et comme vous le savez, la Russie exportait 140-145 milliards de mètres cubes à travers les pipelines. Et en 2021, il y avait 5 pipelines reliant la Russie vers l'Europe. Il y avait le Yamal, il y avait Nord Stream 1, qui exportait 55 milliards de mètres cubes. Le Yamal exportait les 26-27 milliards de mètres cubes. Il y avait le Nord Stream 2, qui a été prêt, mais a été bloqué. Il y avait un attentat, comme vous le savez, en 2022. Alors, ils ont éliminé 3 pipelines. Il y avait un 4e pipeline, un 4e et 5e. Le 4e qui est passé à travers l'Ukraine. Son contrat est expiré en décembre 2024. Il exportait les 33 ou les 34 milliards de mètres cubes par an. Ils l'ont éliminé. Il reste un seul pipeline actuellement entre la Russie et l'Europe, qui est le Turk Stream, qui passe à travers la Turquie, qui transporte seulement en 2025, il a transporté 18 milliards de mètres cubes. Imaginez, de 140 milliards de mètres cubes, on est de la Russie, on est à 18 milliards de mètres cubes. Et là, ils ont remplacé le gaz naturel à travers les pipelines par des LNG. Mais la chose qui est vraiment qui est un peu difficile, que les sociétés européennes n'ont pas accepté, ils envisagent une réalité qui est amère, qui est le gaz, le LNG. Il a cette flexibilité de le transporter. Exactement, mais il est plus coûteux pour les entreprises européennes ou pour les entreprises ou les industriels. Et son souci, le gaz, le LNG, c'est que les supplies ne sont pas stables. Oui. Ce n'est pas une industrie fiable comme les pipes, comme à travers les pipes. Exactement. Ce n'est pas très fiable parce que ce qui se passe en 2022, il y avait ce qu'on appelle les problèmes dans le Good Hope,
dans le Red Sea, la mer Rouge. Oui. Les navires du LNG, ils évitaient le passage parce qu'il y avait... Le cap de Bonne-Espérance. Exactement, ils l'ont évité. Et ça a pris plus de 2 semaines, 2 semaines de retard. Ça veut dire que le LNG, il est plus coûteux par rapport au pipeline et aussi, et c'est pas stable. Il n'y a pas de stabilité d'approvisionnement par rapport au pipeline. C'est pour ça, alors, ça, c'est par rapport à la demande mondiale. Mais est-ce que par rapport à nos réserves à nous, il était urgent, il était plus que nécessaire de aussi renouveler. On a aussi là encore des lobbies qui parlaient de la fin de ces Hassim Saoud et Hassi Rmel. Aujourd'hui, le renouvellement des réserves peut apporter aussi un... C'est plus que nécessaire. Plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire pour le pays parce qu'on a des besoins énergétiques énormes en Algérie. Oui. Il y a pas mal de projets qui se sont lancés déjà, de pétrochimie. Il y a la raffinerie de Hassim Saoud, capacité de 5 millions de tonnes par an, qui sera prête, commissionnée d'ici 2027. Il y a usine de pétrochimie à Arzo, il y a Skikda. Alors, on a nos besoins énergétiques et besoins de pétrochimie ici en Algérie. Et c'est pour ça l'investissement dans l'exploration est plus que nécessaire pour le pays. Bienvenu. Bien sûr. Alors, en 2025, déjà, il y avait eu l'annonce de plusieurs découvertes, 17 découvertes. Et là encore, le PDG de la Sonatrach affirme que le domaine minier demeure largement prospectif en Algérie. Ça veut dire on peut aller encore faire de l'exploration. Quelle est l'importance de ces réserves que nous avons découvertes? Et puis, est-ce que nous pourrions faire des découvertes à la hauteur des puits donc, de Hassim Saoud, par exemple? Bien sûr, si on continue d'explorer. C'est possible? Si on continue d'explorer, d'explorer, on trouve. Si tu cherches, tu trouves. Tout simplement. Moi, je raisonne de cette manière. Oui. Si on explore, parce que le nord algérien n'est pas encore exploité à 100%. D'accord. L'offshore aussi. L'offshore, on va y revenir. Exactement. À titre, j'aimerais bien vous rappeler que les réserves du non conventionnel en Algérie sont très importantes. Ce sont les 3 plus grandes. On est de troisième position de demande. Les Américains sont derrière nous. Ils sont 4e position. Malgré ça, mais vous voyez, les Américains maintenant, ils produisent 25% de la production gazière mondiale. Ouais. Ça veut dire qu'on a des réserves énormes. Et on doit explorer tout ce qu'on a et on doit les exploiter. Et j'imagine qu'on pourra rajouter pas mal de millions de barils, des milliers de barils de pétrole dans l'avenir. Et on pourra rajouter pas mal de milliards de mètres cubes de gaz naturel pour le marché local ou pour le marché international. À titre d'information, les Européens ont vraiment besoin du gaz naturel à travers les pipelines. Parce qu'à travers les pipelines, on a les prix qui sont très raisonnables, parce que les contrats, c'est medium et long term, et aussi la stabilité d'approvisionnement, surtout sur les moments où il y a des conditions climatiques qui sont très délicates. Alors le gaz naturel est toujours un survivor pour l'économie européenne du moment où ils ont besoin du chauffage ou de l'électricité. D'où l'importance aussi de ce projet TSGP avec le Nigeria, et on va y revenir tout à l'heure. Zine Cherfaoui, vous vouliez revenir sur plus que la symbolique de cette date du 24 février 1971, la nationalisation des hydrocarbures. On en parle comme une commémoration, mais en vrai, c'est quelque chose qui a changé complètement le destin économique du pays. Oui, c'est jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est une séquence extrêmement importante. D'abord, pourquoi la nationalisation du 24 février 71? D'abord, jusque-là, l'indépendance du pays était inachevée. On ne pouvait pas se proclamer, se présenter comme un pays indépendant lorsque vous n'avez pas le contrôle sur vos ressources naturelles. Et donc, c'était un moment indispensable pour nous sentir et pour nous dire complètement souverains et complètement indépendants. Après, le 24 février 71 est presque un coup de tonnerre politique, mais c'était aussi un coup de poker. Un coup de poker lorsqu'on sait ce qu'il est advenu des pays qui ont essayé de nationaliser leurs hydrocarbures avant nous. Je pense particulièrement à l'Iran et avec ce qui s'est produit avec Mohamed Mossadegh, qui a fini par être renversé par les services secrets occidentaux, MI6, CIA, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette nationalisation s'est faite à un moment
où ce n'était pas à la mode et c'était mal perçu que de parler de nationalisation, de contrôle des ressources par les pays du Sud, etc. Donc c'était un coup de tonnerre et un pari, un coup de poker. Pourquoi? Parce que on n'avait pas d'alliés, de clients fiables à l'époque. Sonatrach était une jeune compagnie, elle a été créée en 63, 71. Elle achevait à peine de mettre en place son organigramme, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs, etc. Pour rappel, les personnes qui ont géré la nationalisation en 71 n'étaient pas plus de 6. Et on mesure d'ailleurs le parcours donc, Boumedienne fait par cette compagnie nationale. Oui, avait ordonné à 6 personnes de traduire en des termes juridiques et techniques une décision politique. Ouais. Mais 6 personnes, c'était un chantier extrêmement important pour uniquement 6 personnes. C'est pour vous dire la taille du défi. La complexité du défi. Et donc ce fut un succès, malgré les difficultés que la décision de feu Ouali Boumedienne a suscité. Et il a vu juste, non seulement grâce à lui, il aura bâti la plus grande entreprise d'Afrique, je parle de Sonatrach en termes de chiffre d'affaires. Beaucoup la considèrent un peu comme la colonne vertébrale de ce pays. Pendant très longtemps et aujourd'hui encore, le développement se fait à travers Sonatrach, dont la conception, ce n'est pas de faire du business, mais c'est de permettre à l'Algérie de se développer. C'est vrai. En termes de encore conception, plus aujourd'hui, de philosophie, c'est complètement autre chose. Mais encore plus aujourd'hui, on voit que la Sonatrach se développe ses stratégies de diversification et on va d'ailleurs en parler. Ah oui, alors Sonatrach, ce n'est pas seulement une entreprise chargée de produire, de gérer des hydrocarbures, de les vendre, etc. Pour la petite précision, Sonatrach est l'une des rares entreprises dans le monde à maîtriser toute la chaîne des valeurs. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le transport par canalisation, le transport de GNL par bateau. Sonatrach, c'est tout. Et aujourd'hui, le défi qui se pose à Sonatrach, tout à l'heure, vous en parliez en début d'émission, la tentation était grande chez vous de dire que l'avenir du pétrole, c'est le pétrole. Bon, beaucoup de pays, beaucoup de gens le pensent. D'abord parce que l'énergie verte elle coûte très cher, contrairement à ce qu'on pense. Il coûte cher de produire une électricité avec des panneaux, avec des éoliennes, avec plein d'autres choses. Et donc, beaucoup pensent, comme le disait votre expert aujourd'hui, que pour le moment, jusqu'à au moins 2050, 2060... Plus que ça, hein, selon M. Poteau, mais beaucoup plus que ça. Oui, beaucoup plus que ça. Mais aussi le défi de Sonatrach, pour laisser la parole à notre ami Mahfoud Kaoubi, le défi de Sonatrach, c'est des ingénieurs, c'est une expertise, mais c'est aussi de penser à diversifier son bouquet énergétique. Alors, donc on parle d'hydrogène vert, etc. L'hydrogène vert, effectivement. Et aussi le solaire. Le solaire qui va alimenter certaines centrales électriques. Monsieur Kaoubi, on a parlé tout à l'heure d'une consommation mondiale record, 106 millions. Moi, j'avais le chiffre de 104 millions de barils jour. C'est un niveau jamais atteint, selon les experts. Il y a donc bien une reprise de croissance mondiale et des investissements aussi dans l'amont pétrolier. Et donc le timing pour les déclarations du PDG de la Sonatrach, le timing de effectivement aller encore vers l'exploration, la production aussi, il n'est pas fortuit, il est complètement en adéquation. Tout à fait, parce que stratégiquement parlant, le moyen et le long terme se préparent aujourd'hui. Il y a un environnement qui change, qui est en mutation. La croissance, certes, de la demande en gaz et en hydrocarbures d'une manière générale a baissé durant la période qui a suivi la Covid, suite à une croissance morose de l'économie mondiale. Mais l'histoire nous apprend qu'après des périodes de baisse, il y a des périodes voilà. Et on est pratiquement dans les prémices d'une reprise d'une économie mondiale qui sera au rendez-vous certainement. Mais par rapport à tout cela, il faut se préparer ses capacités de production. Pour sur le plan commercial, consolider sa position commerciale parce que d'autres producteurs arrivent sur le marché. Exactement, il y a de nouveaux acteurs, c'est la nouvelle donne. Et la concurrence est impitoyable, dans le domaine du gaz plus particulier. Et pour cela, certes, on a eu des réserves qui ont baissé suite à une consommation et à une régulière depuis les années 60 à aujourd'hui, et puis un arrêt
ou du moins un ralentissement de l'activité d'exploration pour la période 2014-2019. Oui. Donc, et là, la Sonatrach... 2014 ayant coïncidé avec un peu le boom de production du gaz de schiste Tout américain. à fait. Et donc, l'exploration a ralenti au niveau de Sonatrach. Là, il y a un travail de rattrapage qui vise justement à reconstituer nos réserves, consolider notre position commerciale, Oui. notamment en gaz, puisque notre client traditionnel est l'Europe. Alors justement, on parlait des partenariats. Monsieur Botomine, les résultats du 5e appel à concurrence de la société Al-Naft, Algeria Bid Round, c'est ça, le 2024, a donc dépassé les attentes initialement prévues à plus de 30 entreprises. 10 ans s'étaient écoulés après le 4e appel à concurrence, dont les résultats avaient été jugés plutôt décevants, mais on connaît aujourd'hui les raisons. Il y a eu donc le boom du gaz de schiste américain, et puis il y a eu la Covid, évidemment. Est-ce que cette attractivité s'expliquerait par une espèce d'alignement des planètes aujourd'hui, si on peut présenter les choses comme ça? Alors on parle d'attractivité fiscale, de la loi en vigueur sur les hydrocarbures, l'étendue aussi du domaine minier algérien, la solvabilité du pays ou encore le climat des affaires. Est-ce que c'est ça? Exactement. Moi, je l'ai dit déjà dans une conférence, j'ai dit les sociétés qui sont intelligentes, c'est celles qui viennent investir à côté des marchés qui ont besoin d'énergie. Alors, celles qui viennent investir en Algérie, elles sont très intelligentes parce que, comme vous le savez, il y a un grand marché pétrole et gaz dans le continent européen. Et comme on a deux pipelines qui relient l'Algérie avec l'Europe, on a le Medgaz, avec une capacité, le Medgaz avec capacité de 10,5 milliards de mètres cubes par an. Et on a aussi le Transmed qui a une capacité de 33 milliards de mètres cubes. Je pense que les sociétés étrangères qui ont démontré une certaine volonté d'investir en Algérie savent bien de quoi il s'agit. Parce qu'il y a un grand potentiel en Europe. L'Europe qui est un continent très proche à nous, et à titre de vous rappeler que la consommation européenne en matière de pétrole dépasse les 16 millions de barils par jour. La consommation gazière, les importations gazières de l'Europe, elles dépassent 320 milliards de mètres cubes. Donc, 58% du LNG importé par l'Europe, 58% de cet LNG provient des États-Unis. L'Algérie représente globalement le gaz naturel, sa part de marché européen. On est à 13,5%. Oui. D'accord. On a besoin d'augmenter notre part de marché. Oui. Il faut, premièrement. Oui, mais juste pour répondre à ma question avant, est-ce que nous avons préparé le terrain pour ça? Donc le cadre juridique, l'attractivité fiscale, etc., ce dont je vous parlais, le climat des affaires. La nouvelle loi des hydrocarbures qui a encouragé ça. La stabilité du pays, c'est très important. Un investisseur, la première question qu'il pose avant d'y aller à n'importe quel pays, est-ce que le pays est stable, est-ce qu'il est sécurisé ou non? Pour l'Algérie, on est un pays stable et sécurisé. Le marché européen est très proche à nous. Les réserves, elles existent. On a pour non conventionnel, par exemple, on a plus de 20 trillion cubic meters de gaz naturel. On est en 3e place dans le monde. Les réserves pétrolières, elles sont importantes. On a besoin, Sonatrach lance des projets maintenant d'investir 60 milliards de dollars d'ici 2030. Bien sûr, dans la partie d'exploration qui va prendre la part du lion, et c'est tout à fait normal. Alors, ça représente combien? Parce qu'il n'y a pas eu dans les déclarations du PDG de la Sonatrach, il n'y a pas eu les chiffres. Combien ça va représenter tout ça ça représente quoi? Les investissements? Oui. Non, les investissements d'ici 2030, c'est 60 milliards de dollars. C'est 60 milliards. Mais je pense que 45%, ça va à l'exploration. Parce qu'on a besoin... Il parle de 75%, effectivement. Exactement. On a vraiment besoin d'investir dans l'exploration parce que c'est la clé. Parce que, je vais vous expliquer une chose. Une fois on fait découverte du pétrole et du gaz, après certain temps, les réserves diminuent. C'est naturel. Vous avez une réserve, soi-disant, de 20 milliards de mètres cubes, soi-disant 1 trillion TCM. Après certain temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va dépléter. Alors, il faut investir pour garder un seuil stable, pas pour augmenter. Déjà Sonatrach le fait, les sociétés pétrolières de l'Oman le font. Si vous produisez 1 million de barils
de pétrole par jour, et vous avez une stabilité pendant 5 ans, ça veut dire que vous avez beaucoup investi pour garder ce niveau-là. Donc maintenant, pour nous, il est important d'augmenter nos réserves, d'augmenter notre production, parce qu'il y a une demande locale. Et si on parle du PIB algérien qui avoisine 280 milliards de dollars aujourd'hui, et l'Algérie a besoin d'augmenter son PIB à 400 milliards de dollars. Alors 120 milliards de dollars, tu as besoin d'énergie. Donc 400 milliards de dollars pour les PIB vont être tirés en majorité d'une plus grande production. Mais pour augmenter le PIB de 280 à 400, on a besoin d'énergie. Voilà, vous avez un train, vous aurez besoin d'un moteur ou une source d'énergie pour augmenter ce PIB-là. Et je pense que c'est ce qu'elle fait l'Algérie maintenant, le gouvernement, son attraque, c'est dans cette orientation, c'est d'augmenter nos réserves pétrolières et gazières. Alors, en termes de projets, Zine Cherfaoui, on a parlé de 8 contrats dans le cadre de la loi 1913, la nouvelle loi en vigueur sur les hydrocarbures, dont 5 dans le cadre de cet appel, 5e offre, donc l'appel à concurrence lancé par le NAFT avec de grandes compagnies internationales, chinoises, qataries, thaïlandaises, italiennes. Et Sonatrach poursuit donc présentement ses discussions, dira le PDG de la Sonatrach, avec de nombreuses autres compagnies, dont des majors. Il y a aussi donc les majors qui discutent aujourd'hui avec l'Algérie sur de nouveaux contrats d'hydrocarbures. On a parlé du PIB, mais quand est-ce qu'il faut tabler sur les retombées de ces contrats? Est-ce que c'est plutôt le long terme finalement? Oui. Alors, d'abord pour le premier aspect de la question, les majors dont vous parlez, moi je pense qu'il s'agit d'ExxonMobil et de Chevron. Oui. Essentiellement. Oui, essentiellement. Il est fort possible qu'il soit question surtout de gaz, de pétrole non conventionnel. De toute manière, un jour ou l'autre, il fallait bien qu'on en parle et qu'on y... non conventionnel ou conventionnel. Conventionnel, oui, absolument, absolument. Donc les réserves sont là, il faut les exploiter. Comme vous le disiez avec Sibotomine, on a un double défi. Le défi, d'abord, c'est de garder notre part de marché en Europe et pourquoi pas de la booster un petit peu. On peut aller jusqu'à 20%, qui sait, etc. C'est toujours plus intéressant, c'est notre marché naturel. On a construit des pipes pour ça. Et puis, bon, comme le disait aussi M. Boutomine, on a aussi un marché intérieur qui demande beaucoup d'énergie. Tout à l'heure, on parlait d'un PIB à 400 milliards de dinars. De dollars, pardon. Ça va demander aussi beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je me demande maintenant si une réflexion ne doit pas être entamée très très vite en Algérie pour diversifier notre bouquet énergétique. C'est très important. Après, en termes de projets, oui, il y a des projets qu'on peut rentabiliser tout de suite, mais si le PDG de Sonatrach, à chaque fois qu'il intervient dans les médias, il appelle les pays partenaires à mettre la main à la poche. C'est parce que les investissements, très généralement dans ce secteur, ce sont des investissements lourds qu'on ne rentabilise que sur le moyen et long terme. L'Algérie seule ne peut pas à la fois faire... Oui, justement, c'est pour ça qu'on parlait d'attractivité. Est-ce que ces entreprises vont venir justement? Oui, elles vont venir parce qu'on voit les Allemands, par exemple, sont extrêmement intéressés par le corridor vers... voilà, il y a les Italiens aussi, les Français sont aussi des clients de l'Algérie, les Espagnols aussi, ce sont des clients traditionnels. Alors l'Algérie peut proposer des produits pour répondre à toutes les demandes. Alors on a la demande traditionnelle gaz-pétrole, mais aussi la législation en Europe maintenant, d'ici un certain temps, l'Europe veut une économie décarbonée. Donc il arrivera un moment, peut-être, je ne sais pas, où l'on ne pourra plus vendre notre pétrole et notre gaz là-bas, ou peut-être moins. Non, mais il faudra vendre une énergie. Entamé la décarbonation, justement. Voilà, mais justement, l'hydrogène vert consiste à rester un acteur important sur le marché européen de l'énergie. C'est ça. Et donc, pour les retombées, je vais poser la question à M. Kaoubi, pour les retombées économiques de tous ces projets, il va falloir tabler ce qu'on appelle pour le pétrole le first oil. C'est bien ça, M. Boutomine. C'est-à-dire la première production, tout simplement, des puits, etc. Donc il faudra tabler sur le long terme, M. Kaoubi. Oui, la moyenne, c'est 3 ans. Donc maintenant, il y a des périodes un peu plus.
il y a des périodes un peu plus courtes quand on a de la chance, mais maintenant il y a des réserves qui sont déjà prouvées. Pour le non conventionnel, je pense qu'on est sur des réserves qui sont prouvées, on sait où forer. Les délais vont être assez courts. Maintenant, il y a eu des opportunités qui se présentent assez, et tout dépendra des joint ventures et des logiques des majors. Si on est sur des positionnements sur le marché européen qui représentent une opportunité énorme sur le très court terme, donc on peut dire que les logiques de production, le passage à la production va être relativement vite. Donc c'est 2-3 ans et on peut, ce qui est un délai relativement acceptable hein, quand on parle d'exploration et de production. Donc une valorisation des richesses devrait être rapide parce que les besoins sont énormes, aussi bien en matière de financement, parce que les 400 milliards ont besoin d'énergie et ont besoin de financement aussi. Ouais. Et pour l'immédiat, les retombées financières ne pourraient être que les bienvenues. Oui. Monsieur Botomine, vous vouliez réagir sur ça? Exactement, parlant de la décarbonisation, c'est ça? Décarbonation, oui. Ok, décarbonation. Sonatrach, franchement, c'est très intelligent parce que on peut générer de l'argent en finançant des projets d'exploration, mais on peut aussi générer de l'argent en mettant de la technologie pour décarboniser le secteur pétrolier et gazé. Mais je vous explique. Il y a pas mal de pays de le monde maintenant qui ont d'énormes gaz de torchage. Par exemple, le Nigeria, je peux revenir au Nigeria, qui a le gaz associé et qui a vraiment d'énormes gaz de torchage. Sonatrach, par exemple, a lancé pas mal de projets maintenant pour réduire le gaz de torchage. Oui. Et ce gaz de torchage... À partir de 2023. Hein. Oui, ils ont commencé et ils ont une politique maintenant très prometteuse en matière de réduire l'empreinte carbone. Mais parlant de l'empreinte carbone, il faut la traiter sur les deux aspects. L'aspect écologique et environnemental, on le sait bien, et les politisés bien sûr, mais le côté économique pour le pays. Parce qu'un chef d'entreprise, s'il veut investir sur un projet pour décarboniser ou réduire l'empreinte carbone dans sa société, quelle que soit, pétrolière, gazière ou green energy, quoi que ce soit, il cherche un revenu à la fin du mois ou la fin d'année. Il cherche un revenu. Alors, si avec cette politique-là, Sonatrach et d'autres sociétés dans le monde ils sont en train d'injecter de l'argent et de la technologie en même temps pour réduire l'empreinte carbone en générant du revenu. Parce que si j'élimine 1 milliard de mètres cubes de gaz naturel qui est brûlé dans l'air pour rien, si je le récupère, je le vends sur le marché international, ça génère vraiment un revenu important pour les sociétés. Il faut réfléchir de cette manière. Dans une société, on réfléchit de cette manière. Le gaz est déjà une énergie assez propre. Bien sûr, c'est business. C'est du business. Et voilà, si on parle de diversifier soi-disant le mix énergétique en Algérie. L'Algérie... Insistons sur le soi-disant. Le soi-disant. Non, l'Algérie a lancé un plan de 15 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2035. Alors, pourquoi injecter cette électricité vers le réseau? Parce que, comme vous le savez, 98% d'électricité en Algérie est générée à partir du gaz naturel. Alors, si on injecte 15 gigawatts à partir d'électricité, ça veut dire qu'on est en train de préserver le gaz naturel. Voilà. Ce gaz naturel, si on arrivera à le valoriser à travers la pétrochimie, ou le vendre au marché spot, par exemple, où il y a vraiment besoin de nos marchés européens ou d'autres marchés, ça génère vraiment de la devise. Alors, c'est de cette manière qu'on doit valoriser nos ressources naturelles et c'est très intelligent de réfléchir de cette manière. Exactement, la Sonatrach va tout simplement réussir sa diversification. Sonatrach et l'Algérie, c'est un plan national. C'est un plan national. Et il faut l'encourager parce qu'il y a pas mal de gens qui me posent la question, on a le pétrole et le gaz, pourquoi investir dans nos énergies renouvelables? Oui. Et c'est ça. Ça pouvait paraître contradictoire alors que ça ne l'est pas du tout. À titre d'exemple, rapidement, pour répondre à cette question rapidement. Vous savez, le kilowatt en Algérie d'électricité, elle est à peu près 4,5 dinars algériens. Vous savez combien le mégawatt d'électricité aujourd'hui, le gaz naturel, si on le convertit en électricité, aujourd'hui au TTF en Hollande, il y a 31 € le mégawatt. 31 € le mégawatt. Nous, si on convertit
le kilowatt, le 5 fois 1000, c'est à peu près 5000 dinars. Vous voyez la différence? Alors, si je préserve le gaz naturel, l'électricité qui est sourcée à partir du gaz naturel, ce gaz naturel, je peux le vendre sur le marché international. Et en tirer des devises, effectivement. C'est normal. C'est de cette manière qu'on peut générer de. On a le pays qui a le plus de soleil au monde, donc pourquoi ne pas en profiter? Exactement. Voilà. On a le renouvelable et on a Il faut en profiter. Tout à fait. Donc le mix doit se faire de façon à garder cet équilibre entre besoin de financement et positionnement sur les marchés. Exactement. Alors, qu'en est-il pour l'offshore, Monsieur Boudamine et puis aussi Monsieur Kaoubi? C'est là où l'Algérie peut faire appel à l'expertise internationale. Peut-être certains experts pensent que l'offshore algérien est considéré comme un risque géologique, car type de deep offshore, vous qui êtes anglophone, Monsieur Boudamine, c'est pour dire que la profondeur d'eau est assez importante. On parle de 2200 mètres pour tomber peut-être sur les premiers puits. C'est bien cela? Oui, mais je pense qu'il faut exploiter toutes les ressources naturelles existantes en Algérie. Soit le pétrole, le gaz, offshore, il faut faire une étude. Est-ce qu'on a fait ces études? Est-ce que je pense qu'il y a des études qui sont déjà faites, mais il faut voir la rentabilité, c'est tout. Il faut voir la rentabilité sur le marché. Mais où ça en est, vous qui êtes... Je ne sais pas à quelle étape ça arrive maintenant, parce que je n'ai pas les chiffres des gens qui ont fait les bureaux d'études, qui ont fait l'étude. Je ne sais pas à quel stage sont arrivés, mais il faut voir une étude approfondie et voir. L'avantage de l'Algérie, c'est que notre offshore, bien sûr, c'est très proche à l'Europe. Moi, je dois réfléchir de cette manière. S'il y a un potentiel, parce que le problème qui s'oppose sur la scène internationale, c'est l'instabilité des prix. C'est l'instabilité. Alors, c'est un peu difficile de prévoir les investissements. Le baril, à titre d'exemple, en 2022, le gaz naturel, le TTF en Europe, en été, il a atteint les 250 € le mégawatt. Aujourd'hui, il est à 30 €. D'accord? Le pétrole, il a atteint en 2022 120 $. Aujourd'hui, on est à 71 $. D'accord? Bon, malgré c'est un pic à cause de la guerre en Ukraine, mais il y a une stabilité. Le prix du pétrole était 90, il était 80. Un mois passé, il était à 59-60 $. Alors, c'est vraiment pour une société. C'est difficile de prévoir les prix, mais en général, ils mettent des prix approximatifs et puis ils font des calculs. Et je pense qu'il faut exploiter toutes les ressources en Algérie, au sud, au nord, à l'offshore, les énergies renouvelables. Il faut faire tout pour avoir le tout. Il y a une part tout de même où on est censé laisser certaines ressources aux futures générations. Il ne faut pas réfléchir de cette manière. Pourquoi? Chacun a sa part dans la vie. Parce que si on réfléchit de cette manière, on laisse les ressources naturelles à la génération. Moi, je pense de cette manière. Si je réfléchis de laisser une part pour les générations futures, moi, je peux vous dire que l'électricité, ça ne va pas finir. L'énergie solaire, ça ne va pas finir. Ils ont l'énergie solaire, ils ont d'autres ressources. Parce que si vous voyez ce qui se passe en Europe maintenant, ils ont mis le plan de Repower Europe. Ça veut dire qu'ils essayent de couper leur dépendance de ce qui est fossile. Pour les Européens. Ça veut dire qu'ils sont en train de financer tous les projets renouvelables. Alors si je réfléchis de cette manière, je suis en train de priver cette génération-là du pétrole et du gaz, parce que d'ici 30 ans, il y aura moins de demande peut-être dans le marché européen. Si je laisse cette part pétrole-gaz d'ici 30 ans, 40 ans, peut-être qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va l'acheter. Alors, si pourquoi pas j'investis aujourd'hui, je gagne de l'argent et je laisse, Future Generation, je relaisse peut-être des revenus d'investissement. J'investis dans l'IA, j'investis dans les services, j'investis d'autres produits. Vous êtes d'accord, M. Corby? Oui, la question se pose principalement sur une chose, c'est de ne pas consommer les richesses, mais de les transformer en investissement en capital. Voilà. C'est ça l'équation. Parce que les laisser sous terre, générer de la valeur ajoutée finalement. Maintenant, il faut que ça donne lieu à une diversification et à la consolidation d'une économie qui produit et qui génère des richesses pour les générations futures. Donc on n'a pas le droit de consommer toutes les richesses, mais de les transformer en capital
et non pas uniquement en monnaie. Tout à fait. Monsieur Kaoubi, la pétrochimie va aussi donc devenir un segment stratégique pour l'industrie pétrolière chez nous. Le PDG de la Sonatrach, encore une fois, parle d'une filière capitalistique qui nécessite des dizaines de milliards de dollars à investir et une parfaite maîtrise des technologies et une bonne position sur les marchés externes lorsque l'export est envisagé. Alors là encore, c'est là où, une fois encore, l'Algérie va faire appel à cette expertise internationale. Oui, là encore, c'est un choix stratégique qui fera diminuer nos exportations brutes dans la mesure où on veut transformer le maximum, tout simplement parce que ça crée de la valeur ajoutée et au lieu de gagner 1 en exportant du brut, on peut gagner 4 à 5 en faisant de la transformation. Mais cela passe par la mise en œuvre de projets sérieux qui, il faut le rappeler, sont hautement capitalistiques, ça demande beaucoup d'argent. Et là, les joint ventures sont préconisés, à la fois pour financer des projets ensemble, avec des partenaires, mais aussi en bénéficiant de la capacité technique et de la maîtrise technique. En plus de ça, il faut le dire que même sur les marchés internationaux, les joint ventures permettent aussi d'accéder à des marchés beaucoup plus facilement que si on va tout seul. Et donc, par rapport aux projets, aux 3-4 grands projets qui sont actuellement lancés. Donc, on a un projet à Arzeu pour le méthylter, voilà, MTBE. Et puis il y a le lab, le linéaire. Tout à fait. Et puis on produit du gasoil aussi. Et à base, donc il y a la raffinerie de Hassim Saoud qui est en train de pallier à des besoins d'importation. Et demain, elle pourra aussi assurer des exportations en gasoil et en fuel. Chose qui démontre encore la justesse du choix et la voie qui a été tracée et qui est en train d'être réalisée à des pas très, très sérieux et très sereins. Ce choix donc de la pétrochimie, Zine Cherfaoui, il s'agit de passer d'un modèle finalement dominé par l'amont vers un modèle intégré. La Sonatrach va mobiliser 13% de ses investissements à ces segments donc, de raffinage et de la pétrochimie. Oui, on ne peut être que content de cette décision. Personnellement, j'estime que c'est l'une des plus importantes décisions prises par le secteur ces 10 dernières années. Il faut savoir que la pétrochimie n'est pas quelque chose de nouveau pour Sonatrach. Dès sa création, dès les premières années de l'indépendance, milieu des années 70, complexe pétrochimique d'Arzeu. Oui. Sonatrach, encore une fois, était l'une des rares entreprises pétrolières à maîtriser ce domaine de la pétrochimie. On a une perte d'expertise. Pourquoi on n'a pas beaucoup avancé probablement les choix qui ont été faits durant les années 80, qui ont été fatales non, parce que sinon on ne serait pas là, mais qui ont été très dommageables pour l'économie nationale. Aujourd'hui, on a une perte d'expertise qu'il va falloir rebâtir, qu'il va falloir... Dans la pétrochimie et le raffinage. Dans la pétrochimie. Sonatrach était leader dans le domaine du GNL. Monsieur Boutmine a beaucoup parlé du GNL tout à l'heure. C'était l'un des rares pays à pouvoir envoyer du gaz à l'autre bout de la planète, avec la maîtrise des process. Et pour l'histoire, c'est Sonatrach qui a exporté cette expertise dans les monarchies du Golfe, Qatar, Émirats Arabes Unis, essentiellement. Donc aujourd'hui, il s'agit de reconstruire, rebâtir cette expertise. Et je considère que c'est une décision stratégique parce que grâce à cela, on va avoir un retour à tous les niveaux. Et c'est la pétrochimie, M. Boutmine connaît très bien le secteur, c'est un secteur qui rapporte énormément d'argent. Il vaut mieux investir dans la pétrochimie que d'envoyer ses barils de pétrole ou son gaz comme ça. Finalement, voilà, c'est la transformation. C'est la transformation qui fait tout. Ici. Quelles vont être les retombées selon vous, ou en tout cas qui sont déjà, espérées de ces projets-là? Exactement, pour traiter l'instabilité des prix du pétrole et du gaz, il faut lancer la pétrochimie. Quel est le rapport? Le rapport, je vous explique, si vous vendez un baril de pétrole à 70 $, aujourd'hui, demain peut-être il est à 60 $, dans un mois, 2 mois, il est à 80 $, alors c'est instable. Oui. Si on met ce baril de pétrole sur la pétrochimie, généralement les produits chimiques sont plus ou moins stables par rapport au baril de pétrole. Ça veut dire que vous pouvez mettre une stratégie, une politique de produire polyéthylène ou l'éthylène, quoi que ce soit que vous voulez, vous le vendez sur le marché international avec un prix un peu stable. Ça veut dire, au lieu de le vendre à 70 $, à travers la pétrochimie, je peux augmenter 25 ou 30%, 35%, d'accord? Et ça génère
ça génère de l'argent. C'est ça ce qu'il fallait faire. Et répondant le problème, il n'y avait pas, vous avez posé question, il n'y avait pas vraiment des projets énormes au colossal des années 80 ou 90. À titre j'aimerais bien vous rappeler que les prix du pétrole, les années 80 ou 90, ils étaient très bas. 9 dollars, 11 dollars, 12 dollars. Alors investir ou déjà pour lancer des projets de EPC de pétrochimie, c'est des investissements énormes, c'est des milliards de dollars. Maintenant, avec des prix très bas, pour un pays qui dépend plus de 93% son revenu aux hydrocarbures, alors c'est un peu difficile parce que les hydrocarbures, c'est pas Sonatrach, c'est pas seulement Sonatrach. C'est pour ça que le PDG parle d'une filière capitalistique. Il va falloir aussi compter sur les partenariats. L'association, oui. Exactement, il faut parler de l'association parce qu'il y a des projets où on a besoin de la technologie. En pétrochimie, on a besoin de technologie. Mais j'aimerais bien mettre l'accent sur une chose très importante qui est, après la guerre en Ukraine, il y a pas mal de sociétés en Allemagne, en Europe, qui ont déjà qui vont déjà fermer leurs portes à cause de la pétrochimie. Parce qu'en Allemagne, 60% du gaz naturel est utilisé dans le secteur industriel. À titre, il y a BASF, il y a Covestro, il y a pas mal de sociétés géantes en Allemagne qui sont en difficulté financière aujourd'hui à cause du prix du gaz qui est vraiment instable et très, très cher. Et ces sociétés-là, elles ont de la technologie. C'est là où il faut les acheter. Voilà. Ah. Là, c'est une autre question. Bon, les acheter, mais pour ouvrir joint ventures avec ces sociétés-là, voilà, ouvrir des joint ventures parce qu'elles sont en difficulté. Ces sociétés, elles ont besoin du gaz naturel, stable et moins cher. Si elles viennent en Algérie, elles ont le savoir-faire. Nous, on a les ressources naturelles, on a des compétences d'ingénieurs, il y a pas mal de cadres. Avec cette collaboration, avec ces JV-là, on pourra ajouter de la valeur à l'économie nationale. Et je pense que dans l'avenir, il y aura beaucoup de JV, pas seulement de la pétrochimie, mais d'autres Donc là encore, c'est le bon timing, encore une fois. Là c'est le bon timing. Il nous offre un terrain où on doit aller capter, ramener des entreprises pour information. Mais il dit justement qu'elles sont en difficulté, monsieur. Oui, mais c'est ça, c'est une opportunité. Il n'y a plus qu'à les cueillir. En fait. La difficulté peut être une opportunité pour nous, pour qu'on puisse construire et maîtriser cette variable technique dont on ne dispose pas. Pour rappel, 70% des moyennes entreprises allemandes, puisqu'on parle d'Allemagne, dans le domaine de la chimie aussi, ont été délocalisées pour aller s'implanter aux États-Unis, où le pétrole est disponible et le gaz est disponible. Vous avez dit 70% 70% des entreprises. Donc il n'existe pratiquement plus ce tissu. C'est une voilà, elles sont en difficulté, c'est une question de survie, soit fermée et déposer bilan, soit délocalisé. Elle pourrait délocaliser en Vous voyez les enjeux géostratégiques, comment on peut... Ça, c'est une question. Est-ce qu'elles peuvent se délocaliser en Algérie? Est-ce que ces entreprises sont prêtes pour partager leur savoir-faire technologique? Pourquoi pas, puisqu'elles le font aux États-Unis. Mais quand on les achète, on achète les brevets. Aux USA, il y a de la technologie. Ils ont de la technologie. Est-ce qu'ils peuvent? C'est ça le problème maintenant. C'est le transfert de technologie. C'est les sociétés, les pays avancés, les clients occidentaux, et ils ne sont pas très ouverts de partager leur savoir-faire technologique, parce que s'ils viennent ouvrir des usines en Algérie, là, ça sera à la portée de nos ingénieurs, de nos cadres, et c'était vraiment ça pose problème pour ces sociétés internationales. Alors pourquoi ils le font aux États-Unis, ils ne le feraient pas en Algérie? Parce qu'aux États-Unis, il y a de la technologie, il n'y a pas de risque pour eux. Ils ont de la technologie. Pourquoi ils sont partis quand même aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, il y a de la technologie, il n'y a pas grand risque, parce que c'est des pays avancés. C'est pas un transfert à ce moment-là, c'est juste des opportunités de travail. Même les Américains, ils ont de la technologie. Le problème ne se pose pas là entre un pays occidental avec un pays occidental, ou avancé. Le problème se pose entre un pays avancé avec un pays... dans ce segment-là, exactement. Même le secteur de l'automobile, dans pas mal de secteurs. Maintenant, tu demandes à n'importe quelle société qui fabrique les EV, les voitures électriques, tu lui demandes de fabriquer une usine là, ils mettent des conditions. Ils mettent des conditions parce qu'il y a de la technologie. S'ils vous donnent sa technologie, demain tu peux vendre, tu peux fabriquer ce que tu veux. Alors, ça c'est un grand challenge, il faut le dire. C'est un grand challenge. Les sociétés avancées, les sociétés qui ont du savoir-faire, ils ne veulent pas donner leur savoir-faire, leur technologie, leur brevet. Sinon, elles essayent de protéger leur savoir-faire. Bon, maintenant, c'est un chemin
à explorer et il y a d'autres arguments pour pouvoir les convaincre et les ramener. C'est à mon sens une carte sur laquelle il faut... Lesquels? Quels sont les arguments avec lesquels on parlait à plusieurs reprises de négociations entre l'Europe et l'Afrique, l'Algérie principalement. Il y a des opportunités où on peut mettre un partenariat géostratégique. C'est quoi un accord stratégique avec l'Italie, par exemple, avec l'Allemagne aussi, si on ne donne pas de consistance réelle qui se traduit par des possibilités qui pourraient donner la protection à ces entreprises européennes tout en bénéficiant d'un joint venture. Et je dirais juste, je voudrais rappeler une chose, au-delà des gains financiers que permet la pétrochimie, c'est son caractère structurant qui offre d'input à d'autres secteurs d'activité. Donc, l'industrie automobile, par exemple, on parle de la téléphonie et d'autres. Engineering of plastic. Et là, je reviens à cette architecture de développement qui met les secteurs prioritaires, dont la pétrochimie, l'industrie et les autres secteurs. Donc, en termes d'ingénierie, de l'architecture de développement, on a un système qui est bien élaboré. Maintenant, c'est ces aspects de partenariat, de conviction, de négociation, d'amélioration du climat des affaires et pour capter ces investissements. Pour les attirer. Moi, je reste convaincu que si on continue sur cette voie et qu'on fasse des ajustements sur certains éléments par rapport à la politique de change, par rapport à certains aspects qui restent encore à améliorer, je dirais que les mêmes entreprises qui sont parties aux États-Unis pourraient venir parce que les opportunités qu'elles ont ici sont assez importantes. Et si je parlais souvent de constituer un pôle de développement Europe, Afrique, qui pourrait donner lieu et libérer toutes ces possibilités qui restent encore à explorer. Alors, une dernière question sur les partenariats, Zine Charfaoui, notamment avec les pays africains, le Niger, on parlait du TSGP avec le gazoduc partant du Nigeria, le Burkina Faso, la Namibie aussi est un nouvel acteur. Le Mozambique, effectivement. Là, c'est plutôt l'expertise algérienne qui est sollicitée, notamment en matière d'exploration, et qui va surtout être intéressante pour ces pays. L'Algérie, finalement, est un partenaire naturel pour ces pays-là, et ce sont aussi autant d'opportunités pour la Sonatrach. Oui, alors ce sont des partenaires naturels. Alors, certains pays que vous venez de citer, c'est un peu le cas du Tchad, le cas du Niger, le cas du Mozambique, à un degré moindre. Alors ces pays sont un peu dans la position dans laquelle nous étions durant les années 70. Les découvertes de pétrole au Niger, au Tchad, elles sont relativement récentes. Et c'est des pays qui n'ont pas l'expertise, justement, on parlait de brevets, d'expertise, etc., n'ont pas l'expertise pour exploiter ces ressources, les ressources naturelles. Très souvent, ils ont fait appel à des pays qui ont fait le job, mais qui n'ont pas fait d'échange d'expertise, de transfert de technologie, etc. Sonatrach, encore fidèle à sa philosophie, elle le fait avec ces pays, elle forme. D'ailleurs, c'est l'un des rares pays en Afrique à disposer d'un institut en formation en pétrole. Exact. Et donc, non seulement elle reçoit des étudiants des pays amis africains, mais en même temps, elle est sur place pour aider donc, ces pays à exploiter leurs ressources naturelles. Donc l'Algérie fait ce transfert de savoir-faire. Elle le fait, oui. Elle le fait. Avec les pays africains. Elle le fait parce que c'est une conviction profonde, c'est dans l'ADN de ce pays. Panafricaine, solidaire. Mais pour cela, je vous renvoie au discours de Waly Boumedienne en 1974 à la tribune des Nations Unies sur l'importance pour les pays du Sud d'exploiter et d'avoir le contrôle, la souveraineté sur leurs richesses. On est dans cette logique. Dans cette logique. Coopération Sud-Sud. C'est très important. Dans l'énergie. C'est extrêmement important. Monsieur Boutamé, vous voulez réagir sur cette question? Oui, parce que c'est très important. On parlait de la coopération algéro-africaine. Comme vous le savez, nous, on n'a pas encore développé l'offshore. Et en Mauritanie, au Sénégal, il y a l'offshore. Alors on peut profiter aussi, on peut leur transmettre l'expertise algérienne en matière de pétrole d'extraction Ils viennent se former chez nous. Dans le shore, mais on peut avoir
cette expertise de ces pays-là d'offshore. Ça sera très important pour nous. Alors, parlons de la coopération. Je peux relier avec le TSGP. Oui. C'est Pioneer Project parce qu'on a beaucoup attendu. Projet pionnier, on doit mettre les sous-titres avec M. Botomé. Oui. C'est un projet pionnier, c'est ça. C'est un projet pilier, voilà. Pas pour l'Algérie, pour Nigeria, pour l'Algérie et pour l'Europe. À titre d'information, le NNPC, la société nigérienne de pétrole, a mis un plan d'investissement de 60 milliards de dollars d'ici 2030. La production du Nigeria aujourd'hui en matière de gaz naturel, elle est 78 à 80 milliards de mètres cubes par an, 2025. Et cette société NNPC a mis un projet d'augmenter sa production gazière à 50%. Avec 50%, elle va arriver jusqu'à 120 milliards de mètres cubes d'ici 2030. Ça veut dire qu'il y a un excès de production de 40 milliards de mètres cubes par an. Et le Nigeria a besoin de trouver de nouvelles routes. Parce que, comme vous le savez, le Nigeria exporte dans les 17-18 milliards de mètres cubes à travers le LNG. Il y a une petite quantité de 3-4 milliards qui est exportée à travers les pipelines vers le Ghana et vers notre deux pays voisins. Mais le reste, la quasi-totalité des exportations, c'est en matière de LNG. Alors, le Nigeria cherche une nouvelle porte. Cette porte, sûrement, elle est ouverte. C'est TSGP. C'est un TSGP qui va transporter dans les 30 milliards de mètres cubes par an. Et l'avantage de l'Algérie, on a une infrastructure elle est existante. On produit le gaz naturel. Elle est unique en Afrique, monsieur. Oui, bien sûr. Parce qu'on est en train d'extraire le pétrole et gaz à Ain Salah, à Darar, à Ain Amenas, Hassim Saoud, à Hassirmad, le gaz naturel, mais le pétrole et gaz, c'est dans tout le désert. Ça veut dire que le sud algérien est connecté au nord algérien, qui est bien évidemment connecté au sud européen. C'est un avantage que tu ne trouves pas avec d'autres pays, parce que particulièrement en Afrique. Particulièrement en Afrique, parce qu'il y a un autre pays qui est la Libye, qui a un pipeline qui est Green Stream, qui transporte le gaz naturel du Libye, vers l'Italie, mais une quantité de 4 milliards de mètres cubes, parce qu'il n'y a pas vraiment une production importante pour le moment en Libye, mais le potentiel de l'Algérie est très important. Et en même temps, ces nouveaux acteurs dans le domaine énergétique, globalement pétrole et gaz, finalement ne nous font pas peur. On trouve le moyen, comme dans le cadre du TSGP, de travailler avec et finalement d'en faire un atout. Puisque l'Algérie, à travers le TSGP, va devenir une espèce de hub énergétique pour le sud de l'Europe. Un hub énergétique, mais bien mettre l'accent sur le gaz naturel à travers les pipelines. Parce que si on revient en 2021 ou avant 2021, il y avait une stabilité de l'économie européenne, soit en Europe, en Italie, en Espagne, parce qu'il y avait plus de 140 milliards de mètres cubes du gaz naturel qui provient de la Russie. Ça, c'est très important. Maintenant, les Européens, ils cherchent. It's a dream pour eux maintenant d'avoir le gaz naturel à travers le pipeline. Alors, si tu leur montres 30 milliards à partir de l'Algérie, c'est une aubaine. Bien sûr, c'est une aubaine et c'est ce qu'ils cherchent, parce qu'il faut réfléchir, pas les politiciens, mais les chefs d'entreprise, ce qu'ils attendent. Ils attendent un gaz naturel à travers les pipelines. Et je pense, fiable et sécurisé. Et à titre d'information, les Européens ont décidé d'arrêter les importations du gaz naturel russe à partir de janvier 2027. Ça veut dire que c'est un nouveau challenge. La Russie maintenant exporte dans les 20 milliards de mètres cubes en LNG. Et au pipeline, il y a 17-18 à travers Turk Stream. Alors, les Européens importent les 37 milliards de mètres cubes par an actuellement. D'ici janvier 2027, il faut souligner ça, ils ne vont plus importer le gaz russe. Alors, c'est une part du marché. Il faut bien réfléchir à ça. Ce qui est prêt, le LNG américain, sûrement qu'il est prêt, mais c'est une occasion pour nous aussi pour booster notre production. Ça va prendre du temps, mais c'est une part du marché qu'il fallait bien la prendre en considération. Il y aura de la place pour tout le monde. Monsieur Corbière, un dernier mot sur ça. Au-delà de l'infrastructure, donc du pipe, c'est surtout les stratégies commerciales entre les compagnies des différents pays qui peut donner lieu à un futur positionnement qui pourra donner beaucoup plus de crédibilité, aussi bien technique que commerciale, à ce gaz, à cette énergie qui vient de l'Afrique.
Merci beaucoup. Merci, monsieur, d'avoir participé à ce débat qui était extrêmement riche. Merci, monsieur Charib Botomé. Je rappelle que vous êtes expert international dans le domaine de l'énergie. Merci à Azine Sharfaoui, monsieur Kaoubi. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce question d'actu en plein mois de Ramadan. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.